Madame Nancy Houston. Je suis très, très, très heureux d'être ici avec vous et je suppose que tout le monde aussi est heureux de se retrouver, d'être dans cette médiathèque achevée grâce à ça dans cet auditorium. Donc, on va parler de vous, de vos œuvres, de vos engagements, de vos combats. Alors, pour commencer, je me suis dit, il fallait quand même que je retrace une ligne biographique sur votre vie, parce que si tout le monde est venu ici parce qu'il a entendu parler de vous, tout le monde n'a pas lu tous vos livres, ou même certains n'en ont pas lu du tout, puisque hier soir encore, quelqu'un m'a demandé, en sortant de la salle, m'a dit « Qu'est-ce que vous me conseilleriez de Nancy Houston ?» Même moi, je n'ai pas lu. Voilà. Donc, pour retracer rapidement les grandes étapes de votre vie, vous êtes né en 1953 à Calgary, en Alberta. Alors, 1950. 1900, pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, oui. Ouais, oui, bon. Oui, 1953, bien sûr. Alors, l'Alberta, c'est un État, pour la vue de France, qui est au bout du monde. Hein. C'est le grand État qui est à l'ouest du Canada, à cheval entre les Rocheuses et les Grandes Plaines. Je m'excuse de vous couper 2 secondes, Jean-Marc, mais au Canada, on les appelle des provinces. Les provinces. Oui, parce qu'on n'est pas les États-Unis, mais bon, tout ça. On y viendra plus tard, oui. Et c'est un pays très jeune. C'est un pays très jeune, oui, vous le dites. Et donc c'est un pays dans l'imaginaire français lointain, plus loin que la Californie, plus loin même que l'Australie, parce que l'Alberta, on connaît peu l'Alberta ici. Après, je pourrais franchir 20 ans de votre vie en disant que vous êtes venu en France à 20 ans au début des années 70. Et au milieu, il y a votre enfance, votre jeunesse. Quelque part, on pourrait dire que c'est votre vie privée, que ça ne nous regarde pas. Mais d'un autre côté, cette enfance, cette jeunesse, elle a été mise à jour, travaillée, retravaillée. On la voit surgir régulièrement par certains personnages qui rappellent votre père, votre mère, votre vie propre, ressort régulièrement dans vos romans ou dans vos essais. Donc c'est intéressant d'avoir deux ou trois étapes, notamment l'étape du départ de votre mère, car il y a eu un divorce. Alors un divorce, maintenant, il y en a beaucoup, mais là, on est en 1959, je crois, puisque vous avez 6 ans quand votre mère part. Et rien que quand j'ai lu ce divorce est très, très original, très révolutionnaire, on pourrait le dire, parce qu'en fait, contrairement où il y a des séparations avec garde alternée, c'est la mère qui part en abandonnant, oui, en laissant ses 3 enfants au père, en disant au père, j'ai une vie autre que ma vie de mère, parce qu'elle elle a interrompu ses études. Donc c'est très moderniste, féministe, etc. On sent bien qu'évidemment, si elle a d'abord eu des enfants et qu'ensuite elle a quitté ses enfants, c'est parce que parmi les pressions sociales qu'elle avait dû recevoir, il y avait l'impératif de la mère, tous ces impératifs qui ont dû ressortir et on pourra en reparler, etc., qui font qu'elle n'a pas fait un choix libre au sens où voilà, elle vivait à l'époque où elle vivait et qu'elle était obligée d'avoir ses contraintes. Évidemment, cette séparation vous a profondément marqué, au point même qu'on pourrait dire, est-ce que ça va créer une ligne de faille dans votre vie ? La mère qui part comme ça, qui abandonne ses enfants. Vous deviez à 6 ans être chargé de ces représentations sociales, etc. Est-ce que vous seriez devenu écrivain si votre maman vous avait chouchouté dans le lit jusqu'au bout? Est-ce que vous ne seriez pas devenu simplement professeur à Calgary pendant toute votre vie sans jamais savoir qu'il y avait une vie d'écrivain qui est passée au-delà? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails après de votre adolescence. Vous allez arriver en France. Une dernière remarque sur votre vie américaine qui m'a assez étonné, mais on pourra en reparler plus tard. Vous êtes totalement étrangère au mouvement politique qui bouleverse l'Amérique du Nord à cette époque-là, la guerre du Vietnam, tous les mouvements hippies, tout ça. Vous vivez ça comme une étrangère, vous voyez ça, vous en entendez parler bien sûr, et en arrivant en France, brusquement, on a l'impression que vous vous investissez rapidement dans des journaux féministes, vous rentrez rapidement dans le cercle des intellectuels parisiens, donc vous vous politisez, pourquoi vous pourrez en parler. Donc là, pendant ces quelques années, vous apprenez le français, qui va devenir votre langue, j'allais dire maternelle, non, elle ne peut pas devenir maternelle par définition, enfin, votre seconde langue, votre langue d'adoption.
Vous allez faire une thèse, et de cette thèse, vous allez faire votre premier livre en français sur les injures et la comparaison des jurons, et du sens des jurons en français et en anglais. Et juste après, vous faites votre premier roman en français, Les Variations de Goldberg, on est en 81. Après, je vais sauter les années. Petit à petit, vous allez vous imposer dans le paysage éditorial français. Le Cantique des Plaines aura un certain retentissement, mais bien sûr, ce qui va vous faire bondir en célébrité, ça va être le concours des lycéens avec l'Instrument des Ténèbres, où là, quelque part, vous sautez un palier et votre vie, après, n'est plus pareille. Et après, bon, vous avez d'autres prix, le prix Femina, voilà, jusqu'au dernier livre que vous venez d'éditer, L'arbre de l'oubli. Je n'ai pas mis là votre livre, en fait, d'interview, mais enfin bon, il est sur la table. Voilà. Donc, dans ces romans successifs, vous allez pouvoir, en étant célèbre, pouvoir plus vous impliquer dans la vie politique, dans la vie idéologique, si je puis dire, parce qu'à partir du moment où vous êtes célèbre, votre voix compte. Donc, quand vous faites une déclaration, elle est reprise dans les journaux, etc., vous allez investir notre espace médiatique, littéraire et intellectuel, parce que vous avez aussi fait des essais. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui sont capables non seulement de créer des dizaines de romans, en plus des pièces, je ne parlerai même pas des pièces de théâtre, mais des essais dont on pourra éventuellement reparler. Donc, pour lancer, voilà, donc j'ai fait un petit panel de votre vie. Et avant de poser ma première question, est-ce que vous avez une réflexion à faire sur cette biographie rapide que j'ai? Ça me va. Ça vous va? Merci. Très bien. C'est méritoire. C'est pas facile à résumer. Oui, oui, j'aime beaucoup. Merci de cette présentation. Je m'étais jamais dit que c'est parce que j'étais célèbre que je pouvais publier des tribunes dans les journaux, mais c'est sûrement le cas, oui. Je n'avais pas pensé à ça comme ça. Oui, mais merci. C'est-à-dire que quand on connaît le monde... Disons, le Monde m'a sollicité à un moment donné pour tenir une chronique régulièrement. Ça, c'était sûrement parce que j'avais commencé à avoir un nom, etc. Oui. C'est bien. Oui, parce que vos premières tribunes, vous les commencez quelque part au début des années 70 dans les revues féministes, etc. Donc, mais après, c'est l'écho que ça rencontre dans la société, l'évolution de la société, etc. Alors, je vais commencer mes premières questions avant d'attaquer le fond, attaquer la forme. Parce qu'il y a une chose, à savoir la langue. Et je voudrais que vous explicitiez, comme vous l'avez sans doute déjà fait, enfin, de nombreux fois, parce que vous avez une approche de l'écriture par rapport à la langue française que j'ai trouvée originale. C'est-à-dire que non seulement vous avez choisi d'écrire tout de suite en français et non pas dans votre langue naturelle, l'anglais, mais après, évoluant, vous avez fait une sorte de livre d'écriture simultanée, j'ai l'impression, à partir de Cantique des Cantiques, de franco-anglaise, si je puis dire, donnant un sens à une langue et à l'autre, en rebondissant d'une langue à l'autre. J'aimerais que vous explicitiez aux auditeurs un peu cette démarche. Oui, alors d'abord j'ai envie de dire que le portrait que vous avez brossé, qui est juste et vrai dans les faits qu'il énonce, ne parle pas de la manière dont la personne vivait tout ça. Et je voudrais dissiper tout de suite un malentendu possible selon lequel cette jeune femme que vous venez de décrire était heureuse. Parce que vous pourriez penser que, en fait, voilà, elle arrive, elle commence, elle publie, ça marche, etc. Et donc, voilà, célèbre et tout. Et c'est important, je pense, de dire qu'il y a cette faille que vous avez soulignée au départ. Et il y a d'autres événements de l'enfance qui ont été durs, qui ont été compliqués. Justement, le petit livre auquel vous avez fait allusion, qui vient de sortir, qui est dans la collection Je chemine avec au seuil, de Sophie L'Huillier. C'est une série d'entretiens et je raconte un petit peu longuement comment j'ai pas été heureuse. Et je pense qu'en fait, on n'écrit pas, on ne fait pas d'art si on est heureux. Tous les artistes ont une faille
voir un monstre qui les pousse, qui les oblige. Parce que c'est difficile de se dire chaque jour qu'il faut réinventer le sens de sa vie toute seule. Et dans ce livre avec Sophie L'Huillier, la première question qu'elle pose, c'est qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? C'est une série, n'est-ce pas? Il y a Hubert Reeves, Agnès B., Gilles Clément, Angélique Kidjo, Suzanne George. Je crois que je suis la 6e de la série. Et moi, je dis, mais en fait, mon problème a toujours été que je n'avais pas envie de vivre. J'avais pas envie de me lever le matin, j'avais du mal à dormir, j'ai été très très mal dans ma vie, dans ma peau pendant longtemps, mais en blâmant personne, en ne blâmant surtout pas ma mère, et sachant que pendant ce temps, c'est vrai, j'avais un mari absolument formidable, j'ai eu un immense bonheur d'être mère, etc. Donc je ne veux pas dire, et j'ai des amis fantastique. Et voilà. C'est paradoxal. Il y a quelque chose de souffrant, vraiment, dans le fait d'écrire. Je lisais hier dans le New York Times une interview avec Colson Whitehead. C'est un auteur, un magnifique romancier africain-américain qui vient de publier un nouveau livre. Et c'est pareil, on l'interroge sur pourquoi il fait ce genre et puis il passe à un autre genre, etc. Il dit, oui, je me dis toujours que je vais m'amuser. Et en fait, c'est toujours horrible. C'est toujours horrible d'écrire. Oui, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué. L'anglais, pour en venir à votre question, ne m'était pas accessible. Je pense que j'étais complexée. J'avais suivi des ateliers d'écriture quand j'étais à l'université à New York avec quelqu'un de formidable qui est Dr. Rowe, l'auteur de Ragtime. C'était mon prof là, entre 19 et 20 ans, juste avant mon arrivée à Paris. Et il y avait une ambiance très, très malsaine dans le cours, de rivalité. Tout le monde avait envie d'être un grand écrivain, une grande écrivaine. Et donc, on se détestait les uns les autres. Si quelqu'un avait l'angoisse de la page blanche, on était content, etc. C'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Et je suis arrivée à Paris avec l'idée, vraiment, que j'avais envie d'être écrivaine, d'être romancière. Je pensais que je retournerais à New York après un an. Et finalement, en fait, le couple dans lequel j'étais embarquée là-bas s'est dissous au cours de l'année. Je bénis une certaine Nancy, elle s'appelait comme moi, en fait. Et elle jouait mieux au tennis que moi. Elle m'a piqué mon mec pendant cette année. Et du coup, je suis restée en France. En fait, c'est à cause de ça. J'ai décidé de faire une deuxième année. Puis, je suis tombée moi-même amoureuse effectivement, quelqu'un de ce milieu intello-marxiste, très, très activiste, très politisé, qui était nouveau pour moi. Peut-être la seule chose que vous avez dite qui n'était pas totalement juste, c'est que je n'étais pas directement impliquée dans les mouvements hippies, ça oui, mais les mouvements anti-guerre du Vietnam, non. Très, très peu. Mais j'étais un petit peu en retrait de tout ça. Et là, c'est pas pour dire que c'était entièrement formidable, mais c'est ce mouvement Mao, Trot, des années 70, comme ça, avec les comités Vietnam, avec tout le monde qui savait tout sur tout. J'étais assez éblouie par toute cette sophistication théorique. Et donc, en fait, la littérature n'avait pas bonne presse dans ce milieu-là, à cette époque-là, parce que c'était épater les bourgeois et il s'agissait de faire la révolution et pas de faire de l'art. Et donc, je me suis un peu gloupsée, je me suis calmée.
n'ai pas arrêté d'écrire à part moi, mais je l'ai fait comme quelque chose de presque honteux pendant ces années-là. Effectivement, ce qui a libéré tout, c'était le mouvement des femmes. Et ça a été décisif pour moi. À partir des années de 75, quand c'était à la fin de ma 2e année ici, j'ai été contactée, je vous épargne le détail, mais on a sollicité des critiques de livres pour une revue qui allait paraître, qui s'appelait Sorcière. Et donc j'ai commencé tout de suite à écrire en français et c'était quelque chose de magique. Je n'avais plus le surmoi, cette sorte de voix névrotique dont je parlais tout à l'heure, de vouloir être un grand écrivain ou une grande écrivaine. J'entendais la langue française et je me sentais entourée par des sœurs. Et je me sentais que je faisais, au lieu d'être en rivalité avec les autres nanas, tout d'un coup, on était ensemble. Et ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé. D'ailleurs, je ne supporte encore, depuis, je ne peux pas supporter la garcerie entre femmes. Ça m'est insupportable. J'ai besoin de considérer les femmes comme mes sœurs. C'est très important. Et la langue française m'a libérée. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de bagage, ni universitaire, ni beaucoup plus important, de traumatisme enfantin. Je n'avais pas vécu mon enfance en français. Et je n'avais pas été en rapport avec ma mère en français. Je me rappelle plus tard, quand je serai mère et que j'essaierai de chanter en anglais à mes enfants, ça va être vraiment déchirant et presque impossible parce que c'est trop des souvenirs. Donc c'est à la fois, c'était une libération parce que j'étais comme Renée, je naissais adulte comme Athènes, comme Athéna de la cuisse de Jupiter, toute armée de la langue française. Je la parlais pas mal avant d'arriver, mais mes marxistes, normaliens, c'était une bande de normaliens de l'école normale de la rue Tulme, donc ils me l'ont vraiment perfectionné. Mais en même temps, c'était artificiel. Et donc, pendant 10, 12, j'ai fonctionné comme ça, en écrivant qu'en français, en faisant comme si j'étais une petite intellectuelle française, comme les autres, brillantissime, et en maîtrisant tous les codes, et en allant tout le temps à la bibliothèque, et en dévorant des centaines de livres, et en accumulant des notes partout, surtout. Mais c'est aussi un comportement névrotique, ça, quand même. Et donc, à un moment donné, je vais prendre un mur. On en parlera peut-être, mais je prends un mur. Vers 86, je tombe malade. Il y a quelque chose en moi qui dit non, il faut pas continuer dans ce chemin. Je perds mes jambes, je perds l'usage de mes jambes pendant quelques mois. Et donc, c'est comme si mon corps me disait, tu as gelé tes racines. Je me voyais comme un arbre avec les racines gelées. Donc à partir de là, ça va être un long processus de réveiller l'anglais, de revenir à l'anglais, d'écrire Cantique des plaines en anglais, et puis voilà, de le traduire en français. Et voilà. À partir de là, effectivement, je vais avoir cette double écriture. J'écris seulement les romans. Hein. Pour les essais, je les écris entièrement en français et seulement. Mais pour les romans, ça dépend de la langue que parlent les personnages et je traduis vice-versa. Merci. Dès votre premier roman, Les Variations Goldberg, vous étudiez déjà, il y a ce principe des voix chorales, c'est-à-dire que beaucoup de vos romans sont faits, pour ne pas dire tous, mais enfin, sur de nombreuses voix qui parlent en même temps pour décrire en quelque sorte une histoire commune. Ça vous est venu comme ça, ou vous avez vu quelque chose ou lu un truc, c'est
cette idée de construire des romans de cette manière, vous est venu, vous savez plus trop comment ça vous est venu à l'esprit, ou vous avez eu une influence, quelqu'un qui vous a lu quelque chose ou vu quelque chose qui vous a... Certainement, on a de l'influence des innombrables romans qu'on a consommés, et certains qui nous ont parlé plus que d'autres. Ils ne sont pas tous multivoix. Instrument des ténèbres, se passe pas comme ça, ou la virevolte. C'est un thème qui revient. En fait, je pense que les écrivains ne sont pas vraiment faits pour commenter leur propre travail. Alors, nous ne le commenterons pas. Je peux raconter plein de choses sur comment je travaille, mais pourquoi je fais ceci ou cela, je pense que je préfère laisser ça aux commentateurs. D'accord. Parce que je ne tiens pas à le savoir. C'est précieux pour moi, une certaine innocence par rapport à ça, d'être ouverte et disponible. Et il faut que ça soit entièrement nécessaire. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre une décision intellectuelle, alors que je suis très intellectuelle par ailleurs. Donc, quand je veux écrire, si un roman me vient, tout le côté intellectuel doit se taire, en fait. Je peux utiliser mes bonnes habitudes d'étudiante pour retourner à la bibliothèque et prendre des notes et accumuler des savoirs si j'ai besoin de savoir quelque chose sur mes personnages. Mais quand j'écris, ce n'est pas à partir de décisions. C'est quelque chose qui va s'imposer. Je tâtonne, je fais beaucoup de versions. Je me dis, est-ce que c'est comme ci, comme ça? Le dernier Arbre de l'oubli, je dois avoir une trentaine de versions que j'ai au cours d'1 an et demi, et vraiment très, très différentes les unes des autres. Je bombarde mes éditeurs avec des possibilités comme ci, comme ça. Ils me donnent des réponses qui me sont précieuses. Donc, ensuite, après, on peut dire, ah oui, mais elle fait du Huston, etc. Mais moi, je ne veux pas savoir ce que c'est du Huston. Alors, dans votre dernier livre, puisqu'on en parle, il y a tous les thèmes qui vous sont chers, les thèmes de l'identité sexuelle, raciale, religieuse. Alors, il ne faut pas trop parler du livre, il ne faut pas révéler à tout le monde la manière dont... Enfin, je n'allais pas dire le suspense, parce que ce n'est pas une question de suspense. Enfin, le roman est construit autour d'abord d'un couple. Alors bien sûr, l'histoire commence avant par les parents, l'histoire des parents des couples, qui va se former, un juif et une chrétienne, qui vont se marier. Ils ne vont pas réussir à avoir d'enfants. Et finalement, ils vont décider de pratiquer la procréation assistée. Et étrangement, c'est quelque part la thématique forte du livre, ils vont choisir une mère, alors j'allais dire noire, mais au Canada, on dit, vous dites plus noir maintenant, vous dites marron et beige, enfin, je sais pas. C'est pas au Canada, excusez-moi, je suis en France depuis 50 ans. Oui. Je ne suis pas au Canada. Pourquoi vous dites au Canada? Non, c'est le livre qui dit beige et marron, parce que noir et blanc, c'est faux. Voilà, c'est faux. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'est beige et marron. Donc, ils vont choisir par un marron, sachant que ça ne pouvait pas ne pas poser des problèmes à leur enfant plus tard, la petite Shaina. Est-ce que vous pourriez... Parce que, alors déjà, c'est toujours dur d'hériter d'un passé, entre guillemets, imposé. On est femme, on est beige, on est marron, mais c'est un défi que se jettent ses parents et c'est difficilement compréhensible. C'est difficilement compréhensible qu'ils aient fait ça. Voilà. Ah, mais en fait, c'est très fréquent parce que qui est prêt à porter ses enfants, c'est beaucoup plus les marrons que les belges parce qu'elles ont plus besoin d'argent. Elles ont plus de soucis d'argent, elles ont plus de soucis économiques aux États-Unis. Et donc, alors que la population africaine-américaine
souffre beaucoup plus d'infécondité que la population européenne-américaine. Je préfère dire ça aussi que noir et blanc, après tout. C'est des Européens américains. Il y a les Native Americans. Bon, alors il y a des Européens américains. Ça, on le sait peu, mais ce sont les Africaines-américaines qui ont des soucis de fécondité beaucoup plus importants à cause de problèmes de nourriture, d'alimentation, de régime, à cause de certaines maladies aussi qui se trouvent plutôt chez elles. Et c'est 90% des Européennes américaines qui profitent des nouvelles technologies très avancées en matière de reproduction. Donc, ça, c'est par exemple un sujet sur lequel un thème sur lequel je me suis renseignée, j'ai commandé et lu des livres parce que j'étais très ignorante sur ce sujet avant de commencer. Et j'ai été frappée d'apprendre ça. Donc, oui, brown bodies, white babies, ça c'est un des termes un des livres que j'ai lu. Et donc, ce n'est pas si rare que ça. Il y en a d'autres qui vendent leurs ovaires, pour pouvoir faire des études, etc. On peut vendre des ovaires. Ensuite, le livre n'est pas du tout un réquisitoire pour ou contre quoi que ce soit. C'est une exploration. Au départ, le projet n'était pas de travailler sur la gestation pour autrui. J'ai toujours envie de dire GPS, donc j'évite le GPA. J'évite le sigle. Au départ, je pensais qu'elle était simplement adoptée. Mon personnage, c'est pour répondre comment commence un livre, c'est effectivement une voix. Donc j'ai entendu une voix de jeune femme extrêmement en colère. Et je savais qu'elle s'appelait Shayna, je ne sais pas pourquoi. Et Shayna a commencé à vraiment gueuler en moi et j'ai compris qu'elle était en folle de rage contre ses parents. Je pensais que c'était des parents adoptifs. Et puis, il s'est avéré que ça... Non. Vous me croyez ou pas? Je ne sais pas. Oui. Et c'est vraiment vrai. À la fin du livre, je remercie un certain nombre de personnes qui sont des êtres humains, mais parfois aussi, il y a un animal qui est le butéo, parce qu'au moment où j'ai commencé le livre, il y a une buse magnifique, une buse banale qui s'est envolée et qui m'a donné courage. Voilà, je la remercie aussi. Et ce n'est pas stupide de leur part. Shayna va avoir des problèmes, mais beaucoup de gens qui ont des parents biologiques en bonne et due forme ont des problèmes aussi. Et on peut toujours attribuer ces problèmes à ceci ou cela. Donc elle va attribuer ces problèmes au fait d'avoir été conçue de cette manière. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va en fait, puisque sa mère biologique, qui est à Baltimore, ne veut pas la rencontrer, elle va s'identifier à tous les enfants qui ont été fabriqués sur des plantations, à même le corps des esclaves. Il y en a eu plus d'1 million fabriqués comme ça aux États-Unis. Après l'abolition de la traite, n'est-ce pas, des voyages négrières, on n'a pas aboli encore l'esclavage, mais on a aboli la traite. Donc, ça veut dire qu'il faut fabriquer beaucoup d'esclaves sur place pour continuer cette merveilleuse explosion économique qui s'appelle la révolution industrielle. Et donc, les femmes vont être mises à contribution comme ça et on va vraiment fabriquer des bébés. C'est une chose qu'on n'enseigne pas beaucoup dans les églises ni françaises, ni américaines, ni canadiennes. Donc, que j'ai glané au long de mes lectures pour ce livre-là. Et c'est ça qui sera un peu le moteur de la rage de Shayna. Parce qu'un couple de blancs qui loue un ventre de noir, ça fait incroyablement colonialiste et
On pourrait le décrire comme ça structurellement, mais ils ne le vivent pas de cette manière, parce que c'est des gens, vous dites un juif et une chrétienne, mais ça ne suffit pas pour les caractériser. Ni l'un ni l'autre n'est croyant ni pratiquant. Ils sont comme nous, c'est des bobos intelligents, très cultivés, très sympathiques, et qui s'aiment beaucoup, qui ont des activités de professeurs tout à fait brillants l'un et l'autre. Elle, féministe, d'autre part, professeure de théorie du genre, excusez du peu. Et on peut comprendre comment elle en arrive là à partir de sa propre enfance aussi. Les trois histoires sont vraiment racontées en parallèle. On découvre l'enfance des parents en même temps que l'enfance de leur fille, en alternance comme ça. Et donc, en principe, on les aime beaucoup et on comprend que c'est un geste amical. Le père, Joël Rebenstein, qui est prof à Columbia, il a une amie qui a aidé sa première femme, qui est une infirmière africaine-américaine dans un des hôpitaux du quartier. Et ils l'aiment beaucoup, ils s'aiment beaucoup, ils prennent des cafés souvent ensemble. Et puis ils partagent leurs soucis, leurs problèmes. Et elle a une sœur à Baltimore qui n'arrive pas à s'en sortir, qui va se tourner vers la prostitution parce qu'elle n'en peut plus, elle crève de faim, etc. Et donc, en fait, c'est un service mutuel, c'est vraiment vécu par tout le monde comme un service qui se rend mutuellement. Il va donner 30 000 $ à cette femme pour porter une fille, un enfant, qui s'avère être une fille. Et cet enfant va, espère-t-il, combler le manque dans leur vie. Il a envie de faire plaisir à sa maman, qui a perdu beaucoup de monde dans la Shoah, qui vraiment est désespérée d'avoir un fils aîné qui est homo et un fils cadet qui n'épouse que des féministes détraqués qui ne se pensent qu'à leur carrière. Alors, il a envie de donner un petit enfant à sa maman, et puis il a envie de donner un enfant à cette épouse, Lily Rose, parce que elle est... elle est en train de se dévorer elle-même parce qu'elle est tellement ravagée elle-même. Il pense que ça lui fera du bien d'aimer quelqu'un d'autre, de pouvoir... voilà. Donc ça part de très bonnes intentions partout. Et tout le monde est sympa. Et ensuite, on ne peut juste pas faire table rase du passé, faire comme si ça n'était pas enraciné dans des histoires douloureuses et tragiques. Parce qu'il y a un moment bouleversant où la fille fait du tourisme à Cuba, et comme elle est marron, est jeune, on la prend pour une prostituée, alors qu'elle était juste avec son père, mais ce n'est pas imaginable pour les gens qui les regardent passer, pour les hôteliers, hein, etc. C'est ça. Et pour elle, c'est important cette scène, parce que pour elle, en fait, ce qui est grave, ce n'est pas d'être prise pour une pute, c'est de comprendre qu'il y a des milliers d'enfants prostitués dans la ville et que les hommes blancs, les hommes beiges viennent tranquillement depuis des années consommer de la chair enfantine cubaine des deux sexes tranquillement, enfin par milliers. C'est pratiquement offert par l'hôtel, package deal, quand ils font leur réservation. Ça, c'est ça qui la bouleverse. C'est pas le malentendu particulier avec elle et son père. C'est ça qu'elle trouve grave, et c'est ça qui est grave. Le titre du livre vient d'une petite histoire que vous racontez à la fin du livre. Est-ce que, je ne sais pas s'il faut la dire ou s'il faut laisser les lecteurs le découvrir, c'est vous qui l'avez inventé ou ça vient d'un conte d'histoire locale que vous avez entendu? Non, c'est tout à fait un monument historique, cet arbre de l'oubli. Il se trouve à Ouida, enfin il se trouvait parce que maintenant il y a un monument à la place, mais ça c'est une légende, peut-être que il y a eu
une part de vérité, comme dans beaucoup de légendes, mais en tout cas, c'est une très, très belle légende et je suis contente qu'elle ait été préservée jusqu'à nos jours, selon laquelle, avant de passer par la porte de non-retour à la ville d'Ouidah, qui est donc une des très grandes villes par laquelle sont partis les bateaux avec les personnes réduites en esclavage, les hommes et les femmes tournaient autour de cet arbre, les hommes 9 fois et les femmes... Non, les hommes 7 fois et les femmes 9 fois. Et apparemment, c'est parce qu'on croyait que les femmes avaient plus de côtes que les hommes. Ben oui, on a enlevé des côtes pour, je sais, pour faire les femmes, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et il tournait autour de l'arbre et pendant ce moment, l'idée était de confier à l'arbre tous leurs souvenirs de la vie en Afrique. Parce qu'ils partaient vers une destination inconnue, ils savaient que ça allait être terrible et ils savaient que leurs souvenirs les affaibliraient, que ça serait trop lourd à porter. Et donc l'idée était que l'arbre garde les souvenirs jusqu'à ce qu'ils reviennent et qu'ils puissent reprendre le cours de leur vie en Afrique. J'ai trouvé ça magnifique. Ça m'a rappelé le livre de Charlotte Delbo qui s'appelle Spectre mes compagnons, où elle raconte sa déportation à Auschwitz et elle dit que pendant les préparatifs de départ et le voyage en train vers Auschwitz, elle ne voulait pas penser aux gens qu'elle aimait, à son mari qui avait été exécuté, à ses camarades, sa famille, parce que pour la même raison exactement, et à qui elle a pensé aux personnages de théâtre, parce que c'était la secrétaire de Louis Jouvet, vous savez, et elle connaissait les pièces par cœur, donc elle pensait à Alceste, elle pensait à Don Juan, elle pensait à Ondine, etc., et en disant que c'était des gens qui avaient survécu pendant très longtemps déjà et qu'ils allaient tenir le coup et donc ils allaient l'aider à tenir. Je trouve ça, j'ai toujours été très, très émue par ça. Elle est très, très bouleversante. Il y a peut-être des auditeurs qui veulent poser des questions. Donc on va continuer donc sur le... On va descendre en quelque sorte dans le temps. La cliente hier soir qui m'a dit quelle Nancy Houston me conseillez-vous j'ai répondu ligne de faille, parce que je considère que c'est un des plus purs que vous ayez écrit. Parce que, alors, je ne vais pas vous faire des critiques, mais quand j'arrive à 9h30 le soir et que j'ai des histoires compliquées avec plein de générations des gens, il y a une nouvelle personne qui arrive, je me dis mais qui elle est celle-là parfois j'ai un peu de mal à me retrouver dans le labyrinthe du temps, comme vous remontez dans le temps, vous redescendez dans certains romans. Voilà, donc ça demande une certaine concentration. Là, quelque part, il y a 4 générations, c'est-à-dire comme dans beaucoup de vos romans, c'est toute une histoire familiale sur 4 générations. Ces 4 périodes qui, par rapport à ma génération, sont très clairement identifiables. La guerre du Golfe, puis ensuite la guerre du Liban, et puis ensuite 62 en Amérique, l'assassinat de Kennedy, et puis 44-45. À chaque fois, donc c'est très facilement lisible. C'est la même famille, donc on reconnaît le père et la mère et on voit les problématiques un peu énigmatiques au début qui se résolvent au fur et à mesure qu'on descend de génération. On comprend pourquoi celui qui était enfant se résout le problème. Et ensuite, il y a, comme ces 4 enfants qui essentiellement racontent cette histoire, il y a une sorte d'humour permanent au milieu de ces drames épouvantables qui sont décrits, mais ils sont décrits de manière... Je ne sais pas comment dire, on n'éclate pas de rire, mais c'est très surprenant, très, très, très agréable et on lit ces drames de manière presque réjouissante parce que l'esprit enfantin est là, qui toujours anime et donne de la vie au texte. Et voilà, j'ai trouvé ce livre particulièrement merveilleux parmi la foule de livres que vous avez écrits. Merci. Et d'ailleurs, c'est un peu la vie générale parce que c'est de loin celui qui a c'est le plus vendu. Mais c'est bien. Il n'y a pas de problème. C'est comme, j'imagine que
Les Beatles, au bout d'un moment, vous voulez encore qu'on chante Yesterday, mais... mais non, non. Moi, j'aime beaucoup aussi Ligne de Faille, parce que peut-être que l'inspiration, sans que je me le dise consciemment au départ de l'écriture, c'était La vie devant soi de Romain Gary, pour exactement la raison que vous venez de préciser, de pointer, qui est l'humour involontaire du simple fait d'avoir un point de vue d'enfant sur des phénomènes qu'il ne peut pas comprendre. Et donc ces phénomènes, aussi tragiques soient-ils, en deviennent drôles, oui. C'est bien. En fait, pour le dire simplement, l'histoire est racontée par 4 enfants de 6 ans, dont chacun est le parent du précédent. C'est tout. Et je peux résumer ici parce que, en fait, si vous commencez à lire à 9h30 du soir, ça va, mais il ne faut pas avoir un coup de rouge dans les veines. Parce que mais c'est aussi simple. Oui. C'est exactement aussi simple. C'est qu'on suit les 3 histoires en parallèle. Donc, on n'est pas en train de sauter n'importe où, etc. En fait, si on sait, j'aurais dû le préciser au début peut-être, on suit les 3 histoires en parallèle et il n'y a pas de confusion possible. C'est juste qu'on parle d'abord de Joël, ensuite de Lily Rose, ensuite de leur fille et on les voit grandir les uns à côté, en même temps que les autres. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment essayé plein d'autres formes pour ce livre-là, mais c'est la seule qui fonctionnait vraiment. Je n'arrivais pas à créer du suspense autrement. Et j'avais besoin de raconter autant les histoires des parents que de Shayna. C'était essentiel. Parce que sinon, ça deviendrait une charge. Un peu comme vous avez dit, mais de quel droit ils sont allés demander à une marron de faire un enfant pour des blancs, etc. Ça deviendrait une charge. Et c'est facile de caricaturer ce couple si on décide qu'ils sont coupables au départ. Et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à ce qu'on puisse entrer dans leur vie et leur raisonnement autant que dans ceux de leur fille. Dans Dolce Gabbana aussi, il y a beaucoup de personnages, mais par chance, il y a Dieu qui intervient au départ et qui, j'avais marqué un post-it quand j'ai continué à lire le livre. À un moment donné, il décrit tous les personnages qui sont l'un par rapport à l'autre, de sorte qu'en fait, on se retrouve et quand au moindre oubli, hop, je retourne, je soulève la page, je vois ah oui, c'est celui-là, et on peut continuer à lire très facilement. Je suis sûre que Dieu est très reconnaissant de votre post-it. Est-ce que dans le... Alors, je ne sais pas si je commence par l'œuvre de Pierre ou si je fais une question un peu plus générale. Dans vos engagements, je sais, parce que vous avez une interview de vous, vous dites que parmi vos idées des années 70, etc., il y a une nouvelle idée, une nouvelle idée. Vous avez participé de plus en plus au mouvement écologique et que vous avez regretté de ne pas y avoir été plus tôt, parce que ça a été une découverte plus tardive du début des années 2000 plutôt, et que vous avez essayé de mettre en scène après dans le Club des miracles relatifs. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement? Pourquoi brusquement est-ce que c'est... Oui, un des livres que j'ai publié cette année même, que vous n'avez peut-être pas, c'est « Je suis parce que nous sommes ». Est-ce que vous avez ça? Non, je ne crois pas. C'est un petit recueil de chroniques écrites pendant le premier confinement, donc entre mars et l'été 2020. Et entre autres, je fais mon autocritique là-dessus. C'est des tout petits textes avec des images d'un artiste que j'aime beaucoup aussi, si jamais vous avez l'occasion de le chercher. Et j'aime beaucoup, je me suis beaucoup amusée à faire mon autocritique. En fait, j'adore dire du mal de moi. Parce que je suis la seule dont je puisse dire beaucoup de mal sans
sans que quelqu'un m'intente un procès. Et donc, oui, je m'en veux, parce que je me suis rendu compte que dès les années 70, aux États-Unis, en fait, nous savions, les scientifiques avaient déjà à peu près fait les bonnes prévisions, fait la mise en garde par rapport au réchauffement du climat et réchauffement terrestre. Et j'étais en plus dans une situation qui me prédisposait à être très sensible à ça, puisque j'étais dans ce petit lycée bucolique du New Hampshire où en fait toute la nourriture était bio déjà. On cultivait nos propres légumes, on faisait une cuisine très très bio. Rachel Carson venait de publier Le Printemps silencieux. J'étais entourée de gens qui étaient sensibles à ça et tout. Et en fait, j'ai pris un autre chemin qui était un chemin Destroy. Donc la petite chronique dans le livre s'appelle Délire Destroy. C'était donc l'anorexie, la cigarette, le moins de sommeil possible, le plus de nihilisme possible, s'habiller en noir, danser avec l'idée du suicide quotidiennement. Voilà. Et ensuite, donc être marxiste après ça, il fallait essayer de combiner les choses, mais vous voyez. Et donc, pendant toutes ces années-là, il faut dire qu'aussi, il y avait eu une vraie décision de la part des multinationales et des méga-entreprises de faire une reprise en main de la politique mondiale, et ils l'ont bien réussi à travers les années 80, Reaganisme et Thatcherisme et ainsi de suite. Donc, tous les messages alarmistes ont été traités de mythes et de légendes et de propagande. Et probablement, j'ai marché là-dedans tranquillement sans en être très consciente, comme beaucoup de gens de ma génération. Et les mouvements écolos, René Dumont, etc., j'entendais parler, mais je n'estimais pas que c'était très sérieux. En fait, il s'agissait de faire la révolution. Et c'était la seule chose qui comptait. Ça ou faire l'amour, ça comptait beaucoup aussi, faire l'amour. Donc on alternait. Et quand le mouvement des Verts est vraiment venu plus sur le devant de la scène, je les ai trouvés sympas sans plus, comme ça. Ils sont sympas. Ok, mais on va quand même pas voter pour ça. C'est juste une petite chose marginale. Et donc, je suis restée dans cette cécité obstinée pendant de très longues années. Et je dirais que ce qui a vraiment changé ma vie, je dois l'avouer, c'est très récent, c'est vers 2009, 10, 9, je crois, c'est la rencontre avec Cyril Dion, qui a flashé sur mon essai L'espèce fabulatrice et qui est venu m'interviewer pour la revue Colibri et le magazine. Et ensuite, non, le magazine, c'est Kaizen. Il était dans le mouvement Colibri avec Pierre Rabhi à l'époque. Et moi, j'avais jamais entendu parler de Pierre Rabhi, je vous jure. Et c'est vrai, c'est incroyable. Et donc, comme j'ai trouvé Cyril extrêmement sympathique, parce que il ne correspondait pas du tout à mon image des écolos. Il était beaucoup plus futé, je ne sais pas comment dire. Il n'était pas comme ça. Et donc, on est devenus amis, et sa sincérité, mais aussi son sens de l'humour et puis ses connaissances m'ont beaucoup impressionnée. Et j'ai commencé à lire et à me dire, mais j'ai mis où ma tête? Oui, oui. Et
Donc ça, c'est certainement une des choses qui m'ont fait partir dans les installations pétrolières du nord de... Ça, oui, c'est à peu près dans ces mêmes années, j'ai commencé à lire des articles sur ce qui se passait chez moi. C'est l'autre raison, à part la rencontre avec Cyril, c'est de savoir que chez moi, il y avait cette industrie hautement polluante de déforestation, de destruction, de pollution des cours d'eau. Vous avez fait un petit essai sur l'exploitation du schiste, oui, qui est, dans le monde, oui, le dieu pétrole, oui, l'Alberta dévorée par le dieu pétrole. Et ça a été un vrai choc. Et donc, c'est peut-être le seul livre de ma vie, le seul roman où j'essaie de parler d'un problème politique. Et je suis tellement méfiante de tout effort de faire un livre d'idées ou de faire un livre qui sermonne, qui donne des leçons, qu'il a fallu que je mette en scène un personnage problématique. Je ne pouvais pas... Romain Gary, justement, pour le reciter, a écrit Les Racines du ciel, qui est peut-être le premier roman écologiste de l'histoire, en 1956, qui a eu le prix Goncourt. Et il a un personnage qui s'appelle Morel dans ce livre-là, qui est vraiment l'écolo sympathique, qui incarne un peu cette lutte, ce combat. Il se bat pour les éléphants, pour sauver les éléphants qui sont assassinés pour l'ivoire, comme vous savez. Et moi, je n'avais pas envie d'un personnage comme ça, positif, un héros. Donc, mon héros ici est quelqu'un de très torturé, comme vous voyez. Ce n'est pas exactement une photo, mais c'est quelqu'un qui lui-même extrêmement étrange, bizarre, voire violent. Et du coup, c'est un roman qui raconte un combat du mal contre le mal, plutôt que du bien contre le mal. Oui, vous avez écrit Le Tombeau de Romain Gary, c'est un des rares auteurs pour lesquels vous avez consacré une biographie. Vous l'avez rencontré dans les années 70, Romain Gary? Non. Je ne l'ai jamais rencontré. Je suis sur le point de publier un nouveau livre qui est consacré entièrement à quelqu'un. Donc c'est seulement la deuxième fois. Quelqu'un que je n'ai pas non plus rencontré, que j'aurais pu, comme Romain Gary, rencontrer, puisqu'elle était à Paris ces mêmes années-là, des années 70. Il s'agit de Griselidis Réal, la magnifique prostituée, peintre, poète, romancière d'origine suisse qui est décédée en 2005. Et voilà, je vais publier une lettre à Griselidis Réal dans quelques mois. Gary, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne pense pas qu'on se serait entendu. Mais j'ai une reconnaissance et une admiration littéralement infinie pour cet homme. Pour son œuvre, parce qu'il avait l'air d'être quelqu'un d'assez imbu de lui-même et sans doute assez insupportable à vivre au quotidien. Mais c'est l'œuvre, c'est un des auteurs qui a le plus marqué visiblement. Et c'est sans doute actuellement en librairie, parmi les auteurs contemporains mais décédés, qui se vend sans conseil scolaire, le plus. Il y a un renouveau, une renaissance de Romain Gary, justement parce que le marxisme est passé de mode, étant donné que pendant toutes ces années où les marxistes faisaient la pluie et le beau temps à Paris, et dans les journaux aussi, on jugeait les gens. Donc Gary était considéré comme un homme de droite, parce qu'il avait été gaulliste. Mais ça veut dire quoi, gaulliste? Ça veut dire en fait qu'il s'était combattu, il avait combattu aux côtés de De Gaulle. Il avait été avec la France libre, il avait participé aux efforts il avait bombardé l'Europe occupée, etc. Il avait risqué sa vie, ce qui n'était vraiment pas le cas de beaucoup d'écrivains intello de l'époque, si on pense à certains Jean-Paul Sartre et autres. Et qui sont restés planqués au Café du Flore. Bonne planque.
Mais ensuite, après la guerre, on décide que c'est un homme de droite. Et heureusement, cette rhétorique est passée de mode maintenant et on peut retourner et lire les livres. Et je suis très heureuse de les voir ressortir les uns après les autres, Les Émile Ajar, notamment, qui ont beaucoup de succès. Il était plus libre sous son deuxième, caché par 2 pseudonymes, parce que Romain Gary, c'était déjà un pseudonyme. Là, il est magnifique. On pourrait poser une question un peu bateau, parce que sur un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, bien sûr, Lèvres de pierre. Parce que vous jouez, en marquant roman, à raconter des vies historiques, la vôtre et celle de Pol Pot, en les reprochant. Alors, je vois vous expliquer pourquoi vous faites 2 parties dans ce livre, l'intériorité d'un côté, l'extériorité de l'autre. Enfin, je n'ai pas été convaincu par cette. Qu'est-ce que ça veut dire, intériorité d'un côté? En fait, c'est-à-dire que vous avez une manière, l'un comme l'autre, vous avez une manière d'exprimer. Enfin, j'ai l'impression. Pol Pot, c'est un homme très affable, enfin, d'apparence physique, très aimable, très souriant, etc., qui cache évidemment une pratique extrêmement monstrueuse derrière lui, pardon. Et vous, enfin, c'est le parallèle que moi j'en ai fait, quand je me suis dit mais pourquoi elle se met en parallèle avec lui, c'est parce qu'en fait vous avez aussi cette dissonance en quelque sorte entre l'apparence que vous donnez, parce que vous pensez, enfin non, vous avez été malade, le doute en soi, etc., vous avez travaillé de manière intérieure, mais extérieurement, évidemment, alors aujourd'hui vous êtes considéré comme un très grand écrivain, mais même dans les années 70, vous faisiez, je suppose, apparence d'être quelqu'un d'autre, comme une vie un peu schizophrénique, enfin pas schizophrénique, voilà, une coupure entre l'être réel qui vit à l'intérieur et la façade présentée devant tout le monde, affable. Oui, je comprends mieux ce que vous voulez dire. C'est comme ça que j'ai compris ce parallèle. D'accord, je n'avais pas compris. Merci de la précision. C'est vrai, je pense que beaucoup de jolies femmes sont schizophrènes. Beaucoup de jolies femmes sont dans l'autodétestation. Ça, c'est une de mes convictions. Beaucoup de très jolies jeunes femmes sont en très grandes ténèbres intérieures. Ça, c'est probable, dans nos sociétés en tout cas. Mais oui, d'ailleurs, j'ai aussi pensé à plusieurs formes pour ce livre-là, Lèvres de pierre, et à un moment donné, je voulais demander à Actes Sud de publier un cahier d'images, et ça aurait été les sourires. Là, sur la couverture, il y a l'image d'une jeune prostituée qui ne sourit pas beaucoup, mais je voulais mettre les sourires des femmes de la pornographie, et Marilyn Monroe, et les mannequins, etc. Le sourire artificiel, complètement faux. Et puis les corps de pierre de certains hommes comme le commandeur de Don Juan, des choses comme ça, pour montrer que en fait c'est la même façon de se figer, on se donne une apparence, un peu comme ce que je disais dans Sois belle, sois fort. Il y a les 2 injonctions faites aux garçons et aux filles respectivement, et les filles donc elles font tout pour correspondre à ceci et les garçons à cela. Mais en fait, nous avions cela en commun, effectivement. Salazar et moi. Je ne dis pas Pol Pot parce qu'au moment où il devient Pol Pot, je cesse de m'identifier à lui. Il part dans un autre itinéraire qui est celui du génocide. Mais moi, je parle des années de formation politique et érotique de l'un et de l'autre. Et lui, il a connu des traumatismes érotiques aussi. C'est une chose très peu connue, mais il a vécu ça. Il a été violé, le jeune Salazar, par les favorites du roi à Phnom Penh, qui s'ennuyait parce que le roi était âgé et ne pouvait pas s'occuper d'elle. Et donc, elle le trouvait très mignon et elle le manipulait, elle le masturbait entre elles en rigolant, etc. C'est pas évident pour un garçon non plus, je pense, d'être traité comme ça. C'est un des éléments, je ne vais pas dire, évidemment, c'est ça qui a fait que. Mais je tiens beaucoup à
tout le livre est là pour dire qu'on ne naît pas monstre, on le devient. Donc, comment est-ce qu'on le devient? Et est-ce que moi j'aurais pu, est-ce que moi j'aurais pu devenir monstre? Et je pense que il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient me prédisposer à cette scission complète entre les décisions que je prends d'un côté et les effets qu'ils peuvent avoir de l'autre. Beaucoup de gens sont dans cette scission-là. Lui, il a dit même jusqu'à la fin de sa vie, Pol Pot, il a donné des interviews où il dit « Je ne suis pas un homme violent, regardez-moi, je ne suis pas un homme violent ». Donc, il était cliniquement dissocié, mais beaucoup de gens peuvent être cliniquement dissociés. En ce moment, j'ouvre une parenthèse, mais je traduis un livre d'un ami, je traduis de l'anglais vers le français, le livre d'un ami physicien qui parle de l'aveuglement volontaire des physiciens du XXe siècle, entre Hiroshima et Fukushima. Ça veut dire quoi de travailler pour votre gouvernement sur une bombe, sur une chose qui ne peut devenir qu'une bombe, qui ne peut devenir qu'un engin qui va tuer des centaines de milliers de gens? Ça veut dire quoi d'être tellement excité par le défi scientifique que votre équipe puisse battre l'équipe du pays adverse, ennemi, et donc c'est des jeunes hommes, à 100% des hommes en l'occurrence à l'époque, qui sont passionnés, qui veulent un prix Nobel, qui veulent que leur équipe soit le premier, etc. Et qui mettent de côté le fait que ça ne peut servir qu'à une chose, c'est à tuer beaucoup, 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 beaucoup de gens. Et l'énergie nucléaire dont nous sommes encore si fiers en France, eh bien, c'est la même dissociation qui va prévaloir, présider à leur découverte pour les centrales qu'on va planter sur les failles, etc. Donc, ce n'est pas les monstres, ceux qui deviennent des dictateurs et des génocidaires, ils n'ont pas le monopole de cette technique humaine de dissociation. Ça, c'est vraiment important de le souligner. Ils sont peut-être les plus purs exemples, on peut dire Eichmann ou autres, mais en fait, l'important pour moi, c'était de montrer à quel point nous pouvons tous participer à cela, que ça n'a rien de monstrueux. Je vais encore faire un peu d'auto-publicité, mais si jamais vous allez à Paris dans les jours qui viennent, jusqu'au 10 octobre, je suis commissaire d'une expo pour la première fois de ma vie, d'une petite expo qui s'appelle Monstres. Et donc c'est les artistes, pour partie des artistes de Art Brut et pour partie d'autres artistes que moi j'ai amenés, liés à la galerie d'Art Brut Christian Berst, mais ça c'est une galerie qui s'appelle The Bridge, donc pour faire le pont entre l'art brut et le reste. Et ce qu'il m'apparaît, c'est que en fait, le monstre, c'est quelque chose qui nous caractérise, l'espèce humaine en général. Il y a toujours eu des monstres. Dans toutes les civilisations, vous allez trouver la trace de cette chose-là. Dès que vous mangez à l'arbre de la connaissance, vous avez un serpent. C'est fatal, c'est inséparable. Dès que vous voulez séparer la raison et décider que vous voulez maîtriser le monde, connaître le monde, vivre dans la conscience du monde, nommer le monde, etc., vous allez avoir l'animal en vous qui proteste, qui veut préserver sa part, qui veut parler. Donc vous allez avoir les gargouilles, les centaures, les chimères, dans les masques africains, etc. Dans toutes les sociétés, il y a eu le monstre. Il est génial, le monstre, il est bien. C'est pas lui le problème. C'est pas lui le problème. Le problème, c'est les gens qui deviennent froids et entièrement de cortex préfrontal et qui organisent. Voilà. Eichmann, c'est pas lui le monstre, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire vraie. Parce qu'on emploie ce mot monstre à tort et à travers.
Le film M, le maudit de Fritz Lang, qui sort en 1935, je crois, 38, je ne sais plus, avec Peter Lorre, et qui parle d'un homme qui tue les petits-enfants. Vous vous souvenez de ce film, et peut-être, et à la fin, on attrape Peter Lorre, et il passe devant un tribunal de gueux. Et il y a tous les gens du quartier, c'est pas du tout le tribunal, le palais de justice, c'est les gens du quartier qui le jettent dans le box et lui disent, alors vous avez quoi à dire, vous avez tué combien de nos enfants et tout. Et il parle. Et il a un monologue incroyable où il dit, vous ne pouvez pas savoir ce que j'endure. J'entends des voix, ils parlent en moi, ils me poussent à le faire. Je ne peux pas faire autrement. Je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Mais il y a des voix qui me poursuivent. Et il pleure, il crie, il est hors de lui. C'est une scène d'anthologie. Le chancelier Adolf Hitler va voir le film de Fritz Lang. Il est tellement frappé par cette scène, par ce film, mais donc moi je pense par cette défense, cri de cœur d'un assassin d'enfants, qu'il écrit et qu'il envoie Goebbels chercher Peter Lorre à Berlin. Il veut le rencontrer. Il arrive au studio du cinéma à Berlin. On lui dit que Peter Lorre est juif, il s'appelle Löwenstein, et qu'il a quitté le pays en 1933 quand le chancelier a été élu et qu'il vient de partir aux États-Unis, là on est en 1935, pour essayer d'avoir une carrière là-bas. Hitler ne se décourage pas, il écrit une lettre à Lorre, donc confondant complètement l'acteur et son personnage, en disant qu'il peut revenir en Allemagne pour suivre sa carrière malgré son état de juif. Et Lorre répond à Hitler, l'Allemagne a déjà un assassin de masse, elle n'en a pas besoin d'un deuxième. Ah. Et Hitler ne le lui pardonnera pas, il va le mettre sur une liste de personnes à abattre qu'on trouvera plus tard. Donc ça, c'est une histoire pour moi tellement importante. Moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, elle est tellement importante parce qu'elle montre qu'il y a un élément de compulsion, que Hitler se reconnaisse dans ce personnage est vraiment extraordinaire. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que au fond, le monstre, là où il fait mal, c'est quand il est réprimé le plus fort. Hitler va réprimer tellement son monstre, il va s'acharner contre tout ce qui est faible en lui, en le projetant sur les Juifs, et il va exterminer les Juifs. Pol Pot va faire exactement la même chose avec les riches, avec les princes, avec les intellectuels. Il va assassiner tous ceux qui portent des lunettes. Il a visiblement beaucoup souffert à l'école, etc. Donc il va exterminer totalement la classe intellectuelle. Il va s'acharner sur tous les manuscrits. Il va détruire le passé du pays. Il va le ramener à un état moyenâgeux. C'est aussi s'acharner contre ce qui est faible en soi. Les artistes, à mon sens, et c'est pour ça que j'ai voulu faire une expo sur ce thème, les artistes sont ceux qui laissent le monstre prendre l'air. Ils ouvrent les portes de leur palais de Knossos, ils laissent le Minotaure sortir un peu et s'exprimer. Et c'est pour ça qu'ils sont appréciés par le public, parce que le public aussi a son monstre à nourrir et à aérer et à promener. J'ai un chien depuis quelques mois, donc et il est assez monstrueux. Et donc on est reconnaissant, on vit ça par procuration grâce
aux artistes. Les artistes, comme Colson Whitehead ou d'autres, vont souffrir et se laisser déchirer par leurs monstres. Et ensuite, les lecteurs ou les gens qui vont au musée ou qui écoutent les musiques, ou tous les arts, la danse bien sûr aussi, vont pouvoir se ressourcer à ces forces, cette énergie de l'époque de la sauvagerie, de l'animal, de notre façon d'être dans un corps que nous apporte le monstre, que nous rappelle le monstre. Et donc, ce n'est pas les gens les plus dangereux. Les gens les plus dangereux sont ceux qui organisent et calculent. Merci. Est-ce qu'il y a un micro là qui est baladeur? Est-ce que quelqu'un veut poser une question?